Les vautours sont des oiseaux souvent méconnus, voire mal aimés. Et pourtant, leur importance au sein des écosystèmes n'est plus à prouver. Et leur mode de vie si particulier est franchement intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé de leur dédier une série de quelques vidéos. Dans cette première capsule, nous allons adopter une approche globale. Qu'est-ce qu'un vautour? À quel groupe appartiennent-ils? Combien y a-t-il d'espèces et quelle est leur répartition géographique? Mais les vautours ne sont pas qu'une simple famille d'oiseaux. Ce sont aussi des créatures profondément symboliques. Leur image dans la culture occidentale, souvent négative, mérite d'être interrogée. Pourquoi sont-ils ainsi représentés en Europe? Est-ce justifié? Cela a-t-il toujours été le cas? Comment sont-ils perçus dans les autres cultures? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons la chance d'échanger avec Olivier Duriez, que je vais maintenant laisser se présenter. Alors, je m'appelle Olivier Durier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive et je travaille sur l'écologie des oiseaux et en particulier l'écologie et le comportement des vautours depuis plus de 15 ans. Plongeons ensemble dans le monde fabuleux de ces oiseaux incompris, les vautours. En Europe, les vautours ont une mauvaise réputation. On peut le constater à travers le langage notamment. Quand on traite quelqu'un de vautour, cela signifie qu'il profite sans scrupule de la faiblesse ou de la misère d'autrui. On peut également citer le tableau Prométhéeus de Gustave Moreau, où le vautour remplace l'aigle du mythe originel pour incarner un supplice cruel et dégradant. À l'époque, être exposé à l'air libre, sans sépulture, puis livré aux charognards, est une forme ultime d'abandon, d'humiliation et de dégradation de la dignité humaine. Beaucoup d'autres exemples de cette réputation négative sont présents dans la culture populaire. Mais d'où provient-elle? Quelle est son origine? La mauvaise réputation, elle date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a déjà des textes de Buffon dans les années 1750 qui parlent du vautour comme ces êtres puants et écœurants par rapport aux nobles aigles qui chassent sa proie. Le vautour est répugnant parce qu'il se nourrit d'animaux morts. Mais comme vous dites, c'est très occidental comme vision parce que dans beaucoup de sociétés partout dans le monde, au contraire, les vautours sont vénérés comme étant les nettoyeurs de la nature. Et on peut citer évidemment les condors en Amérique du Sud, les vautours en Égypte qui étaient absolument adulés. On les trouve partout sur les sarcophages, dans les pyramides, dans les papyrus, ils sont absolument partout, c'est même un dieu. Même le mot Égypte a été créé à la base, le mot gypse qui veut dire vautour en grec. Donc c'est vraiment une déformation assez récente des Occidentaux qui se sont mis à considérer tous les becs crochus et encore plus les vautours comme des sales bêtes à détruire. Mais partout ailleurs, jusqu'à très récemment, ils étaient tout à fait bien considérés. Revenons maintenant sur quelques définitions. Un animal nécrophage est un organisme qui se nourrit principalement de cadavres d'animaux morts naturellement ou tués par d'autres. En comparaison, le terme charognard est plus général. Il désigne un animal qui consomme des charognes, mais pas forcément de manière exclusive. On parle donc de vautours pour désigner les oiseaux nécrophages alors même qu'ils appartiennent à des familles distinctes. Et justement, comment sont réparties ces différentes espèces? Alors, en fait, ouais, c'est un terme un peu générique. Les vrais vautours, c'est la famille des accipitridés, donc c'est les rapaces diurnes. Et il y a 17 espèces d'accipitridés qui sont des vautours. Là-dedans, d'ailleurs, il y a deux sous-familles. Il y a une grosse famille qui comprend quasiment tous les vautours, puis une petite sous-famille qui comprend juste le gypaète et les vautours percnoptères. Et à côté de ça, il y a une autre famille qui est exclusivement en Amérique actuellement, Amérique du Nord et Amérique du Sud, qu'on appelle les vautours du Nouveau Monde, du coup, parce qu'ils sont actuellement restreints uniquement aux Amériques. Donc, c'est deux espèces de condors et cinq espèces de vautours plus petits. Donc, c'est ces deux sous-familles deux familles qu'on qualifie de vautours parce qu'ils ont évolué vers un régime charognard équivalent. Donc, c'est ce qu'on appelle des convergences morphologiques. Pour un régime équivalent, ces différentes espèces ont évolué des structures, des morphologies, des physiologies, des morphologies de bec, des capacités de déplacement qui sont similaires. Donc on retrouve beaucoup de traits qui sont équivalents chez les deux familles, bien qu'elles n'aient pas la même origine phylogénétique. Et justement, l'une des caractéristiques qu'on associe systématiquement au vautour est son cou dénudé. Mais à quoi lui sert-il?
Alors, ce ne sont pas toutes les espèces de vautours qui ont un cou dénudé, mais toutes celles qui ont un cou dénudé, c'est pour une bonne raison. C'est pour pouvoir enfoncer la tête dans la carcasse sans être gêné par les plumes et pour ne pas salir les plumes non plus. Il vaut mieux avoir un cou dénudé ou avec un duvet très fin pour que la tête puisse pénétrer au fond de la carcasse et nettoyer efficacement l'intérieur. Et d'ailleurs, chez les vautours fauves, qui est l'espèce la plus commune en Europe, le cou n'est pas complètement dénudé, donc c'est un duvet très très fin qui fait un peu rôle d'éponge en fait et qui va un peu agglomérer le sang et très rapidement ce sang aggloméré va tomber et en fait ces petites plumes de duvet vont repousser en continu, donc ça fait comme un système auto-nettoyant en fait. Un autre trait morphologique que l'on peut remarquer est leur grande envergure, et elle sous-entend un poids important. Si on prend l'exemple du vautour fauve, il fait environ 2,6 mètres d'envergure pour 9 kg. Et dans ces conditions, comment économise-t-il son énergie? L'une des grandes contraintes des vautours, quand on se nourrit d'animaux morts, on ne peut pas attendre que les animaux meurent devant soi, donc il faut forcément se déplacer. Et se déplacer en limitant les dépenses énergétiques parce que comme on se nourrit d'animaux morts, on ne sait pas non plus quand est-ce que les animaux vont mourir. Mm. Donc il faut être capable de jeûner pendant plusieurs jours, possiblement plusieurs semaines. Les vautours sont adaptés pour ne pas manger jusqu'à 3 semaines. C'est extrêmement long pour un oiseau qui a un métabolisme assez élevé. Et justement pour cela, eh ben, d'être de grande taille, ça leur permet d'avoir un métabolisme un peu plus ralenti, de mieux conserver la chaleur. Ils ont un plumage extrêmement bien isolé aussi, qui fait qu'ils n'ont presque pas de coût de thermorégulation, même en plein hiver, ils consomment pratiquement pas d'énergie pour se réchauffer. Ils diminuent la température corporelle la nuit pour économiser encore quelques kilojoules et juste en baissant de 1 ou 2 degrés la température du corps. Et d'être plus grand, ça permet aussi de stocker plus de réserves énergétiques, plus de lipides pour passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans manger. Mais ça a une grosse contrainte parce que en étant grand aussi, le vol devient aussi plus compliqué et beaucoup plus énergivore. Mm. Donc les vautours ont acquis aussi des techniques de vol qui reposent essentiellement sur le vol plané. Donc ça limite leur déplacement dans le temps. Ils peuvent pas voler la nuit, ils peuvent pas voler très tôt le matin ni très tard le soir. Ils sont entièrement dépendants des courants aériens, des courants ascendants qui vont se former quand le soleil va réchauffer le sol et va créer des bulles d'air chaud, des colonnes d'air chaud. Et comme les planeurs, les vautours vont utiliser ces colonnes d'air chaud pour prendre de la hauteur sans effort, en fait, en restant dans la bulle d'air chaud, en tournant dans la bulle d'air chaud. La bulle d'air chaud monte, les vautours planent dans la bulle d'air chaud, mais si leur taux de chute est plus faible que le taux de montée, en fait, la résultante fait ce qu'ils montent. Donc ils peuvent prendre de la hauteur jusqu'à, en général, 300-400 mètres au-dessus du sol, Ok. avant de glisser jusqu'à ce qu'ils rencontrent une prochaine ascendance et reprendre la hauteur. Donc ils passent leur temps à faire l'ascenseur comme ça, ils montent dans une colonne d'air chaud, ils redescendent en planant, en parcourant de la distance et à nouveau ils reprennent l'ascenseur. Tous ces éléments contribuent à leur capacité à repérer efficacement les carcasses. Et l'on peut également noter la présence d'une importante arcade sourcilière qui leur permettrait de ne pas être gênés par le soleil. Quand Tout ils à essaient de fait ça, vous repérer êtes bien des... renseigné. Ouais, ouais, c'est l'une des explications. Les rapaces ont un regard un peu avec les sourcils froncés. Bon, on ne sait pas du tout parce qu'ils sont de mauvaise humeur. C'est un boudos qui fait office de casquette en fait et qui va éviter d'avoir bah, des, des perturbations de la vision par le soleil en face. C'est aussi simple que ça. Dans cette première capsule, nous avons découvert qui sont les vautours, autant d'un point de vue culturel qu'écologique. Quelles sont les adaptations qui les rendent si distinctifs et étonnants. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment s'alimentent les vautours, à quel point leur physiologie et même leur écologie est adaptée à ce régime alimentaire si particulier. J'adresse mes sincères remerciements à Olivier Duriez pour son temps et le savoir précieux qu'il a accepté de partager dans cette vidéo. Je remercie aussi vivement Nicolas Salé pour sa gentillesse et ses magnifiques plans de vautours utilisés en introduction. Et un énorme merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusque-là.